Mercredi 8 avril 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, le carburant devient de plus en plus difficile à trouver, ce qui provoque des files d'attente un peu partout dans tout Madagascar. Le pays a également été déclaré en situation d'urgence énergétique par le pouvoir en place. Les réserves de carburant sont-elles épuisées? Quelle est la nature de la collaboration avec les compagnies pétrolières présentes dans le pays? Et qu'en est-il de la nouvelle compagnie pétrolière évoquée par le président de l'Assemblée nationale? Les réponses dans cet éditorial de Jean-Claude Ingebalal. Les autorités s'y étaient-elles préparées ou ont-elles été prises de court par cette crise du carburant liée au conflit en Iran? À en juger par la situation, les dirigeants semblent avoir été davantage occupés à parcourir les régions et à répondre aux critiques plutôt qu'à se concentrer réellement sur la gestion de ce problème. On n'a rien su d'une stratégie visant à atténuer la crise, on semble plutôt chercher à rassurer la population via l'OMH. Ce n'est qu'hier que ce dernier a expliqué qu'un navire transportant du carburant était arrivé à Madagascar il y a déjà 3 semaines et qu'un autre est attendu la semaine prochaine. Il a également précisé que le week-end de Pâques a retardé l'approvisionnement, ce qui a entraîné les longues files d'attente observées depuis hier dans la capitale. Pourtant, lors du Conseil des ministres d'hier, il a été annoncé que le pays est entré en situation d'urgence énergétique. Si une telle mesure a été prise, cela signifie qu'il existe un problème sérieux lié au carburant. Alors, quelle est la réalité? Nos réserves de carburant sont-elles suffisantes? En effet, selon les explications techniques de l'OMH fournies auparavant, Madagascar devrait disposer d'une réserve équivalente à 2 mois de consommation, ce qui devrait éviter toute pénurie et toute file d'attente. Avec un tel niveau de réserve, l'État n'aurait normalement pas à déclarer une situation d'urgence énergétique, d'autant plus que les navires d'approvisionnement proviennent des zones non touchées par les conflits. Les observateurs restent perplexes et se demandent ce qui a réellement motivé cette décision de déclarer l'état d'urgence énergétique. Par ailleurs, n'avons-on pas annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle compagnie pétrolière avec laquelle Madagascar serait en discussion? Le pouvoir a créé une véritable confusion dans l'esprit de la population sur la question de l'énergie et du carburant. Or, cette crise ne fait que commencer, et si elle n'est pas maîtrisée, elle risque d'avoir de lourdes conséquences sur l'ensemble de la vie nationale. Les problèmes liés au carburant et à l'énergie figurent parmi les défis majeurs auxquels font face tous les pays du monde actuellement. Pourtant, Madagascar semble rester passif face à une situation critique. Comme le dit le proverbe malagasy, Tachanul latsimbatech karefatachir vaunamaktakch, ou littéralement, celui qui ne se réveille pas à temps finit par agir trop tard. La pré-campagne politique semble être mise en avant, tout comme les poursuites contre les proches de Radziwiłł, tandis que les véritables problèmes vécus par la population s'aggravent. Ainsi, les sinistrés des cyclones Fiti et Gézani ne sont toujours pas rétablis, les agriculteurs se plaignent des pertes dues à la chute des prix des produits sans qu'aucune solution n'ait été apportée. Les problèmes d'approvisionnement en électricité et en eau s'intensifient également, et voilà maintenant la crise du carburant. Peut-on encore espérer des solutions de la part de ce pouvoir? L'État aurait-il les moyens de compenser les pertes des compagnies pétrolières en cas de hausse des prix? Trouvera-t-il des solutions urgentes pour éviter que cette crise n'impacte davantage la vie des Malagasy? En attendant, la population observe et juge les actions des dirigeants, tout en attendant les réactions des partisans du pouvoir qui continueront sans doute à scander « Merci Président, merci Refondation ». Et un défi majeur attend actuellement l'État face à sa vision de relance économique, notamment la gestion de la crise internationale en cours. Le secteur de l'énergie en subit déjà progressivement les effets. Ainsi, le gouvernement adopte comme stratégie de se tourner vers les partenaires internationaux. Aujourd'hui, un rapport a été présenté concernant la réunion entre la mission du FMI en visite à Madagascar, le ministère de l'économie et des finances, ainsi que le ministère de l'énergie et des hydrocarbures. Reportage sur les images de Nzaran Jianso. Pour Madagascar, il est désormais contraint de suspendre l'application du mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant face à la crise énergétique mondiale. Toutefois, il est impossible d'appliquer les prix réels à Madagascar car cela entraînerait une hausse pouvant atteindre 1600 arrières par litre, un niveau que les pouvoirs d'achat des consommateurs ne pourraient absolument pas supporter. Cela provoquerait également une inflation généralisée, une situation difficilement évitable à court terme, même si des mesures de régulation sont envisagées. Le FMI ou Fonds monétaire international avait été l'un des principaux acteurs à recommander l'application de ce mécanisme en période normale, sans crise.
Mais dans le contexte actuel, il reconnaît la décision de l'État malagasy et souligne la nécessité pour Madagascar de définir des priorités claires afin de faire face à la situation. Ça, c'est une décision par le gouvernement. Évidemment, nous comprenons très bien, parce que le mécanisme était un peu mis en place en temps normal, quand les prix progressent de façon régulière. Mais lorsque vous avez un choc de cette ampleur, ça met un peu en question le mécanisme. Parce que, comme le ministre de l'Énergie l'a dit, si le mécanisme devait être maintenu, en fin d'année, la facture en termes de solde de lissage aurait évincé d'autres besoins prioritaires, l'éducation, santé, giralement et ainsi de suite. Donc, quelle est la balance exacte? Nous n'avons pas la réponse, mais évidemment, c'est une question qui est importante et nous comprenons bien que le budget ne peut pas absorber tout le coût. Et comme je le disais à l'introduction, c'est une question de partage de fardeau entre les différentes parties prenantes de l'économie. Et c'est une balance qui, tout pays essaye de trouver la balance qui marche pour soi, pour essayer d'équilibrer ses forces. Alors même que le plan de relance économique n'est pas encore pleinement appliqué, le gouvernement de refondation doit déjà affronter une crise internationale. Jusqu'où pourra-t-il y faire face? Le ministre de l'Économie et des Finances affirme que le plan de relance sera poursuivi tout en adaptant les stratégies aux réalités actuelles. La population malgache attend des stratégies efficaces pour faire face à la situation actuelle, mais les mesures mises en place par le gouvernement seront-elles réellement efficaces face à un contexte économique international instable? Quotidien, ces dernières semaines, la population a constaté des files d'attente pour le carburant. Après une brève accalmie, les pénuries d'essence ont de nouveau touché de nombreuses stations-service à travers la capitale. Restons toujours dans cette page économique. 6 banques primaires parmi les 13 présentes à Madagascar vont expérimenter la mise en œuvre de la courbe des taux, c'est-à-dire l'évolution des taux d'intérêt appliqués aux emprunts et aux prêts. La Banque centrale encadrera le dispositif tandis que les banques devront déclarer les taux auxquels elles prêtent ou empruntent chaque jour entre 10h et 11h. Reportage de Ruth Estelle Rakout-Malal et Yves Janel. La courbe des taux est un outil utilisé par la Banque centrale pour développer le marché financier dans le pays. Elle sert de référence aux banques pour fixer les taux de leur échange interbancaire ainsi que les taux d'intérêt appliqués aux clients lors des emprunts. Chaque jour, entre 10h et 11h, les banques doivent transmettre leur taux de circulation monétaire. Ces données permettent ensuite de calculer et d'établir la courbe des taux. La mise en place de cette courbe présente de nombreux avantages, aussi bien pour les banques que pour les clients. La signature de l'accord de coopération entre la Banque centrale et les 6 banques volontaires pour utiliser cette courbe des taux s'est tenue hier à Tanarin. La phase de test durera 6 mois. Dans un tout autre sujet, page politique, le maire de la commune de Tsarasoch a été placé sous contrôle judiciaire hier. Pourtant, quelques heures auparavant, il avait été annoncé qu'il avait été placé en détention provisoire à la suite de sa présentation devant le parquet. Selon des sources locales, ses avocats ont immédiatement introduit une demande de mise en liberté qui a abouti en quelques heures. Pour rappel, lors de l'audition au tribunal d'Amboust, une foule importante s'y est rassemblée pour contester les poursuites engagées contre le maire. Il est indiqué que ces poursuites seraient liées à une affaire d'abattage d'arbres appartenant au diocèse catholique. Le détail avec Aniane Martina. L'affaire concernant le maire de la commune de Tsarasoch, Tulunsu Mikael, dit Rami Kekil, a provoqué de vives tensions toute la journée d'hier à Amboust. Lors de sa comparution devant le parquet, de nombreux habitants de Tsarasoch se sont massés devant le tribunal pour exiger l'abandon des poursuites. Malgré cela, dans l'après-midi, le parquet a décidé de placer le maire en détention provisoire, une décision qui a surpris plus d'un. Suite à cette décision, de nombreux habitants venus de Tsarasoch ont manifesté devant le tribunal d'Amboust. Les forces de l'ordre étaient également présentes sur les lieux. Les manifestants ont réclamé les raisons de ces poursuites contre leur maire. Selon la procureure,
L'affaire porte sur une coupe d'arbres appartenant au diocèse catholique. Certains habitants présents ont même apporté des preuves affirmant que les arbres en question sont toujours sur place. Quelques heures plus tard, la décision a été révisée. Le maire a finalement été placé sous contrôle judiciaire. Selon les informations recueillies, cette issue serait due à l'intervention de ses avocats. La suite de l'affaire est désormais attendue. Dans la page santé, partant vers l'ouest de Madagascar, un père de famille de 36 ans est décédé du mpox dans la nuit du lundi de Pâques à Mahajanga. Selon les informations, cet homme suivait un traitement depuis longtemps, mais son état de santé s'est aggravé, ce qui a conduit à son décès. L'inhumation de sa dépouille a eu lieu hier à l'aube, d'après les sources, dans ce reportage de Anienne Martina avec l'équipe de Viva Mahajanga. Comme le montrent les images, c'est ainsi que s'est manifestée l'épidémie de mpox chez cet homme de 36 ans, résidant à Mbalavoul, Mahajanga. Son corps était entièrement couvert de lésions, selon les observations. D'après les sources, il suivait depuis longtemps un traitement au CHU Mahavuki Atsimu. Il faisait toutefois partie des cas graves. C'est dans la nuit de lundi de Pâques que cet homme a perdu la vie. Il était également connu comme entraîneur sportif à Mahajanga. Hier, à l'aube, sa dépouille a été transportée vers sa ville natale, Port-Berger, à la demande de sa famille. Le transfert s'est fait dans le respect des mesures sanitaires, sous la supervision du personnel médical. Il est également rapporté que cette personne suive actuellement un traitement au CHU Mahavuki. Jusqu'à présent, aucune statistique officielle n'a été publiée concernant l'évolution du nombre de décès liés à l'épidémie de mpox. Outre ce cas à Mahajanga, 2 autres décès dus au mpox ont déjà été annoncés à Madagascar. Les responsables des dépôts de médicaments ainsi que ceux qui envisagent d'en ouvrir doivent impérativement suivre des formations selon le président du GEPRO-DMM ou groupement professionnel des dépositaires de médicaments de Madagascar face à l'évolution des médicaments et du secteur de la santé en général, notamment avec l'apparition de nouvelles épidémies. Cette formation s'avère nécessaire, a-t-il précisé. Un congrès sera organisé à Antananarivo au cours de ce mois d'avril afin de renforcer les compétences des responsables des dépôts de médicaments. Reportage signé Radhramananzatu et Nzaranjianso. On compte actuellement environ 1500 dépôts de médicaments à travers Madagascar. Ces structures couvrent l'ensemble du territoire, y compris les zones les plus enclavées et rurales, selon le président du GEPRO-DMM. Comme tout secteur, celui du médicament évolue également, tant au niveau de la production que son utilisation, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le profil des maladies évolue lui aussi avec l'émergence de nouvelles épidémies. D'où la nécessité de poursuivre la formation des vendeurs et responsables de dépôts de médicaments. Un congrès se tiendra ainsi à Antananarivo ce mois d'avril, durant lequel des sessions de formation seront également dispensées. Tous les vendeurs et responsables de dépôts de médicaments à travers le pays y participeront. Dans l'actualité sportive de ce soir, le championnat national de football dénommé Yascoupe de Madagascar débutera le 18 avril prochain. Cette compétition regroupe des clubs de football venus de toutes les régions de l'île. Pour l'édition 2026, 78 équipes y participent, représentant les différentes ligues régionales de Madagascar. Comme chaque année, des récompenses financières ainsi que des primes sont prévues pour le club champion, lequel représentera Madagascar à la Coupe de la Confédération africaine. Reportage sur les images de Nzaranjianso. La Yascoupe de Madagascar, saison 2026, se déroulera du 18 avril jusqu'à la fin du mois de juillet. Le nombre de participants a augmenté par rapport aux éditions précédentes, notamment grâce à une plus grande participation des équipes issues des régions, même si celle d'Analamang reste majoritaire. Au total, 78 clubs participent à cette compétition, représentant presque toutes les ligues régionales du pays. Concernant le calendrier, la Fédération malagache de football a précisé qu'il aura un premier tour et un deuxième tour préliminaire avant d'accéder au 16e de finale. L'équipe victorieuse de la Yascoupe de Madagascar représentera le pays à la Coupe de la Confédération africaine. Une des particularités de cette compétition est également l'octroi de primes de motivation à toutes les structures impliquées dans le football en dehors de l'équipe gagnante.
La Fédération malgache de football a aussi réaffirmé sa volonté de rehausser le niveau du football à Madagascar. Tous les terrains synthétiques aux normes, construits par l'État à travers le pays, seront utilisés pour accueillir les matchs. Dans les actualités internationales de ce soir, Donald Trump annonce un accord avec Téhéran et accepte de suspendre ses bombardements sur une période de 2 semaines, alors que des pourparlers doivent avoir lieu ce vendredi. De son côté, l'Iran a annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz. France 24. En plein milieu de la nuit à Téhéran, des Iraniens célèbrent la nouvelle. À un peu plus d'1 heure de la fin de son ultimatum, Donald Trump accepte de repousser sa menace d'anéantir l'Iran. J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une durée de 2 semaines. Il s'agira d'un cessez-le-feu réciproque. 30 minutes plus tard, l'Iran confirme un cessez-le-feu à condition que les frappes sur son territoire cessent. La République islamique annonce également la réouverture du détroit d'Ormuz pour les 2 prochaines semaines et le début de négociations sous l'égide du Pakistan en vue d'un accord de paix à long terme. Ces négociations, menées dans un climat de méfiance totale envers la partie américaine, débuteront à Islamabad le vendredi 10 avril. L'Iran y consacrera 2 semaines, délai qui pourra être prolongé d'un commun accord. Donald Trump dit avoir reçu des Iraniens une proposition de plan de paix en 10 points parlant d'une base viable pour négocier. Selon un communiqué du Conseil suprême iranien de la sécurité nationale, elle prévoit notamment que Washington accepte la poursuite du programme sur l'enrichissement d'uranium et la levée de toutes les sanctions. Autre point de la proposition, le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz. Pourtant, ces dispositions vont à l'encontre de la position américaine d'avant-guerre. Le locataire de la Maison-Blanche avait par exemple appelé à plusieurs reprises l'Iran à renoncer à enrichir de l'uranium. Ces annonces ont malgré tout été très bien accueillies sur les marchés. Les cours du pétrole sont repartis à la baisse sous la barre des $100 le baril. Et l'annonce d'une trêve entre l'Iran et les États-Unis provoque un soulagement immédiat pour les marchés. Le pétrole recule nettement et les places boursières s'envolent en Asie et en Europe. Mais derrière cette accalmie, de nombreuses incertitudes demeurent, notamment autour de la reprise effective du trafic dans le détroit d'Ormuz, artère clé du commerce mondial. France 24. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Impact immédiat d'abord sur les marchés et sur le pétrole. Sur le prix du pétrole, effectivement, l'impact a été immédiat. Le Brent est retombé sous les $100. Il est même à $93 en ce moment, alors qu'il dépassait encore les $110 hier à la même heure. C'est un peu plus pour le WTI, c'est-à-dire le brut américain, à un peu moins de $95. Et puis le gaz également en forte baisse à moins de 44 euros le mégawattheure ce matin, là où hier il était à 10 euros de plus. La raison, eh bien, elle est simple, c'est que cette guerre, elle commençait sérieusement à dérégler l'économie mondiale et en raison de son impact sur les livraisons de pétrole, en raison de son impact sur les livraisons de gaz. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie disait ces derniers jours que la crise, elle était pire que le choc pétrolier de 1979, celui de 1973 et la crise de 2022 réunis. Côté bourse, eh bien, l'impact également est immédiat. Les bourses européennes, elles viennent d'ouvrir en hausse et en euphorie même, avec un CAC 40 en hausse de 3,4%, un DAX à Francfort en hausse, lui, de plus de 5%, et le FTSE un peu plus de 2%. Vous voyez, c'est vraiment du vert, et c'est encore plus du vert du côté de l'Asie, en particulier du côté de Tokyo et de Séoul, qui sont les 2 bourses qui ont vraiment beaucoup augmenté. Le Nikkei à Tokyo a clôturé en hausse de 5,39% et la bourse de Séoul de près de 7%. Pourquoi ? Eh bien parce que la Corée du Sud et l'Asie sont probablement parmi les 2 pays qui étaient en Asie les plus impactés par la fermeture du détroit d'Ormuz, puisque la Corée du Sud importe 70% de son pétrole du Golfe, le Japon plus de 90%.
Le détroit d'Ormuz, on le répète tout le temps, c'est un point hyper stratégique. C'est 20% du pétrole mondial qui passe par là, c'est 20% du gaz naturel liquéfié. Et puis c'est surtout aussi 30% des engrais. On en parle un petit peu moins, mais c'est tout aussi important parce que sans ces engrais, en pleine période de semis, et c'est le cas en ce moment dans de nombreux pays, eh bien c'était un risque d'avoir une baisse de rendement agricole et avec à terme une menace tout simplement pour une crise alimentaire mondiale. Alors, sur le papier, vous avez raison, la trêve, elle prévoit cette réouverture, mais dans les faits, les armateurs, ils restent très prudents. L'armateur, l'un des principaux armateurs mondiaux, le Danois Maersk, vient de communiquer disant qu'il voulait rester extrêmement prudent parce que depuis ce matin, il y a beaucoup d'informations contradictoires. Donald Trump dit que les États-Unis vont aider à rouvrir ce détroit, mais côté iranien, on entend d'autres sons de cloche. Alors, il y a des questions. Est-ce que les garanties de sécurité seront réunies pour les navires? Est-ce qu'il y aura un droit de passage qui sera exigé par l'Iran? Hier, on évoquait ensemble ce montant pouvant atteindre 2 millions de dollars par navire. Aucune confirmation de ce côté-là. Et puis, est-ce que cet accord va durer, surtout va tenir dans la durée? Résultat, il faudra encore plusieurs heures, voire plusieurs jours avant de voir un trafic vraiment normal reprendre. Il y a beaucoup de bateaux, il y a 2000 bateaux environ qui sont bloqués à l'intérieur du Golfe, ça fait 20 000 navires aussi depuis plusieurs semaines, et parmi eux, il y a 800 très gros navires, la plupart transportent des produits pétroliers, soit du pétrole brut, soit du gaz de pétrole, soit des produits raffinés. Il y a également, et c'est très important de le souligner, 19 méthaniers dont le trajet est scruté de près parce que depuis le début de la guerre, eh bien, aucun n'avait réussi à franchir le détroit. Hier, on évoquait ensemble 2 méthaniers qui avaient tenté cette traversée, mais qui avaient dû rebrousser chemin. Et ça prive une partie du monde de gaz naturel liquéfié du Qatar, qui est un acteur clé sur le marché. Le Qatar avait d'ailleurs dû arrêter sa production de gaz au tout début de la guerre. La question maintenant, est-ce qu'il va pouvoir reprendre cette production rapidement ? Puis il n'y a pas seulement l'énergie, il y a aussi des navires qui transportent des produits chimiques, des biocarburants, 230 cargos de vrac sec, c'est-à-dire qui vont transporter des engrais, on en parlait, des minerais ou encore des matériaux industriels. Alors ça aussi, ça dépend de l'efficacité de cette trêve, de sa durée. Pour l'instant, c'est 2 semaines avec l'espoir effectivement d'une paix d'une longue durée. Mais oui, les cours du Brent, s'ils baissent sensiblement, il devrait y avoir un impact sur les prix à la pompe. Ce matin, l'Union française des industries de pétrole affirmait que le litre d'essence devrait baisser de 5 à 10 centimes dans les 2 prochains jours. Mais rappelons quand même qu'il a augmenté de près de 50 centimes. Et j'imagine que les gouvernements surveilleront de près, que ce soit réellement appliqué, que les raffineurs n'en profitent pas pour jouer encore un peu plus sur leur marge, comme ils l'avaient déjà fait. On en avait parlé ensemble il y a quelques jours. Du côté, ça c'est pour les voitures, du côté des avions, ce matin, le patron de l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'IATA, affirme que pour le kérosène d'aviation, les prix resteront encore hauts pendant quelques semaines en raison de la rareté et de la dérégulation des raffineries et de la rareté des carburants. Le temps que la machine se réorganise, cela pourrait prendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dit-il, ce qui devrait avoir un impact probable sur les prix des billets d'avion, probablement aussi pour les vacances d'été. Il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban, affirme Serge Berberi, correspondant de France 24 à Beyrouth. Les frappes israéliennes se sont poursuivies ce matin dans le sud du Liban. Les détails avec France 24. Eh bien, vous savez, au Liban, il n'y a pas de cessez-le-feu, et ça, c'est confirmé à la fois politiquement et sur le terrain. Le bureau du Premier ministre Netanyahou a été très clair. Le cessez-le-feu annoncé dans le cadre donc des discussions autour de l'Iran n'inclut pas le Liban. Une annonce, vous savez, qui en réalité ne surprend pas ici. Depuis le début de la guerre, les responsables israéliens ont toujours tenu une ligne très claire, dissocier donc le front iranien du front libanais. Autrement dit, eh bien, même en cas d'accalmie avec Téhéran, les opérations au Liban alors pourraient se poursuivre. Et c'est exactement ce que l'on observe aujourd'hui. Ces dernières heures, les frappes israéliennes se sont poursuivies, notamment dans le sud du Liban. Des bombardements, des tirs d'artillerie ont été signalés, notamment dans la région de Khiam, la région frontalière donc de Khiam, avec des survols constants de l'aviation militaire israélienne dans la zone. Et au-delà, dans le sud du Liban,
Liban, où même une voiture a été ciblée. Et en parallèle, le Hezbollah, lui aussi, continue ses tirs de missiles en direction du nord d'Israël. Dans la nuit, une frappe aussi israélienne a visé la corniche de Saïda. Saïda, cette ville portuaire du sud Liban. Des frappes donc, qui ont fait au moins 8 morts, une vingtaine de blessés. Une autre attaque a touché un bâtiment dans la région de Tyr aussi. Ces violences donc interviennent, vous savez, alors que l'armée israélienne a renforcé ces dernières heures son dispositif dans la région frontalière avec le déploiement d'une nouvelle division et aussi une progression des troupes au sol jusqu'à une ligne de défense avancée au sud Liban. Cette absence claire de cessez-le-feu, elle se voit aussi dans la situation des déplacés. Ce matin, des déplacés ont tenté de retourner chez eux dans le sud du Liban, mais ils ont dû faire demi-tour à cause des routes coupées et de l'insécurité. Le mouvement chiite Amal, qui est un mouvement présidé par le chef du Parlement libanais, Nabi Berri, eh bien, ce mouvement a même appelé les déplacés à ne pas revenir. Donc pour l'heure, le Liban reste pleinement dans la guerre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme. Restez avec nous. Au revoir.